merci d'être là pour ces quelques instants de réflexion, ces quelques minutes de réflexion sur les mots. Je voudrais, avant de commencer le mot de la semaine, faire un petit additif à ce que nous avions traité à propos du mot aliénation ou aliéné, pour ceux qui l'ont vu, celles et ceux qui l'ont vu. J'ai trouvé une étymologie intéressante qui est l'étymologie latine alienare, qui veut dire rendre autre. Et je pense que cette définition pourra vous permettre une réflexion plus approfondie de ce qu'on s'est dit à propos de l'aliénation. Voilà, cette petite parenthèse étant fermée, le mot de cette semaine est le mot bonheur. Alors je m'attaque à quelque chose de pas simple, évidemment, parce que c'est évidemment un mot très subjectif. On ne va pas essayer de sortir de cette subjectivité-là, mais on va regarder peut-être les conditions qui nous permettent d'atteindre le bonheur, si tant est que ça puisse se faire et si c'est possible. Alors pourquoi le mot bonheur ? Parce qu'il me paraît aujourd'hui d'abord peu employé, et qu'il y a une rupture. Si vous avez regardé la vidéo sur le mot laïcité, vous vous souviendrez que la finalité de l'humanité proposée par la philosophie des Lumières était le bonheur. Et qu'aujourd'hui, il me semble que cette finalité n'apparaît plus. Donc ça peut nous interroger, ça peut nous interroger aussi sur les confusions qu'il y a entre être heureux, être dans le bonheur, le plaisir et toutes ces notions-là, sans vouloir forcément faire des définitions rigoureuses, parce que tout cela, c'est du sentiment, et donc il n'y a pas de rigueur dans le sentiment, et heureusement. Donc si j'ai pris ce mot, en tous les cas pour vous le soumettre, c'est qu'il me semble quand même qu'on a oublié cette finalité-là. Dans le fond, notre temps est compté, et très compté. Quelques années, au vu de l'évolution de notre système solaire, vous voyez ce que ça veut dire. Et que ce temps compté-là, il serait dommage de ne pas le passer à atteindre peut-être quelque chose qui n'est pas atteignable, je ne sais pas, mais c'est la réflexion qu'on aura aussi, mais ne prennent pas en compte cette notion de bonheur, parce qu'une journée de bonheur plus une journée de bonheur, ça fait une vie de bonheur, même si on sait bien que les événements malheureux sont toujours à l'affût, et que ça pourrait nous perturber cet état de bonheur. L'étymologie peut nous apprendre une chose amusante. En fait, ça vient je crois que ça vient de bonum augurum, qui voulait dire de bonnes augures. Vous savez, on dit souvent que après, quand on commence quelque chose, on a un signe qu'on interprète, on interprète toujours les signes, et ce signe-là, on peut dire c'est de bon augure, ça commence bien, c'est de bon augure. Voilà, donc c'est une contraction, me semble-t-il, de cette locution latine pour former le mot bonheur. Difficile de définir le mot bonheur. Alors, si on regarde les philosophes, il y en a qui ont tenté cette prouesse, et je crois, j'ai un souvenir d'Épicure qui disait que le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Je crois qu'il appelait ça l'ataraxie. Alors ça peut être ça, mais est-ce que l'absence de souffrance donne le bonheur ? Je ne sais pas, il faudrait expérimenter. Je ne suis pas sûr. Alors, pourquoi pas d'ailleurs ? Parce que est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas de souffrance, qu'elles soient les souffrances psychologiques ou les douleurs physiques ? Probablement, et peut-être que ça pourrait suffire au bonheur. Probablement aussi on pourrait dire que c'est un état, le bonheur, dans lequel on est, et qui est durable, parce que sinon ça serait une sorte de plaisir éphémère, et que cet état durable est une sorte d'état de paix, j'allais dire, ou de sérénité intérieure ou de paix. Et donc si le bonheur est un état de paix durable, je vais garder cette proposition-là pour poursuivre mon propos. De quoi il dépend ? Parce qu'on n'est pas apparemment avec un état de bonheur. Il suffit de ne pas se souvenir, puisque on en est incapable. Mais nos parents nous ont souvent raconté, et nous-mêmes, quand nous avons assisté à nos enfants, à la naissance de nos enfants, nous en sommes aperçus, ça crie tout de suite. Ça déchire tout de suite, ça paraît très très difficile le bonheur, parce qu'on n'est pas dans le bonheur, on met dans la souffrance, et on est loin de ce qu'Épicure appelait tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure, l'ataraxie. Alors, si c'est une question de paix intérieure, avec quoi faut-il être en paix ? Je pense qu'il y a deux choses avec lesquelles il faut être en paix. La première chose, c'est avec soi, et la deuxième chose, c'est avec son environnement. Alors, avec soi, ça veut dire quoi, être en paix avec soi ? Je pense que pour le résumer, il faut être en paix avec ses désirs.
Il y a un philosophe contemporain qui avait trouvé un beau mot, me semble-t-il, ce mot c'était le maîtrise, c'est-à-dire avoir la bonne distance avec ses désirs. Alors pourquoi avec ses désirs? Parce que c'est cela qui nous trouble. Parce qu'un désir peut être très envahissant et le désir n'apporte pas le bonheur et sa satisfaction n'apporte qu'un moment de plaisir éphémère, qui ne constitue pas un bonheur en tant que tel, parce que ça ne constitue pas l'état de paix. Il est vrai qu'après l'amour, souvent, on se sent bien décontracté, mais ça ne veut pas dire que c'est un moment de bonheur, puisque de toute façon, demain matin, il faudra reprendre le boulot, et qu'on est inquiet sur sa performance en plus, donc vous voyez que c'est pas si heureux que ça, c'est pas tellement un état de plénitude et de paix. Donc peut-être que l'idée c'est de regarder ces désirs d'assez près et de regarder où ils nous maîtrisent, où nous les maîtrisons. Le désir est une formidable énergie, je vais l'appeler comme ça, mais elle devient moins formidable quand on est esclave de ses désirs. Donc peut-être être en paix avec ses désirs, ce serait la première condition de l'état durable dont je parlais tout à l'heure, de paix. Mais on ne peut pas, ça ne suffirait pas. Ça veut dire qu'on serait heureux. On serait plutôt dans le bonheur tout seul. Autour de soi, le monde serait malheureux. Est-ce qu'on peut être dans un état de bonheur tout seul? C'est une vraie question. Je propose d'y répondre non. Et donc les deuxième condition au bonheur, c'est qu'on soit en paix avec son environnement. Et être en paix avec son environnement, c'est organiser un environnement qui soit le plus à même de créer cette paix. Il faudrait donc sortir de l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un environnement guerrier, de combat permanent, où la guerre est totale et chacun est soldat, ou sur le front, ou à l'infirmerie. Ou marginalisé pour des raisons de blessures à ce combat, si vous voyez de quoi je parle quand je parle de ce combat. Donc on ne peut pas ignorer la condition de l'environnement, on n'est pas tout puissant sur l'environnement, mais on peut l'aménager puisque nous sommes des hommes et que notre destin en principe nous appartient, en principe parce qu'on voudrait nous faire croire le contraire ces temps-ci. Je crois que le bonheur, c'est peut-être être en paix avec son destin, c'est-à-dire être en paix avec la maîtrise que l'on a de son destin, même si nous savons tous que la maîtrise est très partielle, mais finalement, il y a un certain bonheur, me semble-t-il, à avoir par exemple un projet collectif, par exemple un projet au niveau de la nation, pour prendre la collectivité la plus connue, en tous les cas la plus proche de nous, mais ça peut être aussi une finalité familiale, si on considère que la famille est une collectivité, c'est-à-dire être en paix avec cette communauté, c'est d'avoir probablement un projet qui nous amène à la paix et donc au bonheur, et donc poser comme finalité au destin collectif l'idée du bonheur. Et je crois que c'est ces deux conditions qui font que nous pouvons atteindre cet état dont je parlais tout à l'heure, qui était un état durable de plénitude et de paix. Le mot plénitude n'est pas innocent dans la façon dont j'en parle, parce que dans le fond, plénitude veut dire que nous n'avons plus besoin nous ne sommes plus en recherche j'allais dire, d'ersatz de bonheur qui nous ferait finalement, qui ferait de nous des êtres agités. Et je pense d'ailleurs que l'agitation moderne, contemporaine, en dehors du fait qu'être agité est bien vu, on appelle ça de l'activité ou de la superactivité ou de l'hyperactivité. Je crois que le fait d'être plus agité parce que nous serions dans un état durable de plénitude fait que l'âme est au repos. Et l'âme est au repos également parce que l'environnement est ressemblant à ce repos intérieur que nous avons. Il faudrait être bouddhiste pour être heureux sous un tapis de bombes. Il faudrait être bouddhiste probablement pour supporter les exactions qui se commettent au nom de raisons idéologiques dans le monde. Et je crois que le bonheur collectif participe au bonheur individuel et que l'état durable de plénitude peut être envisagé pour soi s'il est aussi envisageable pour les autres. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire sur le bonheur.
N'hésitez toujours pas à me soumettre des mots que j'étudierai avec plaisir. À une prochaine fois pour un prochain mot.